De nos jours, la politique a mauvaise presse. Et pourtant, le pape en est convaincu, le développement d'une nouvelle communauté mondiale passe par une meilleure politique. Cette politique est confrontée à deux défis, le populisme et le libéralisme, qui tous deux peinent à penser un monde ouvert où tout le monde, y compris les plus faibles, a une place. Le populisme divise la société en deux camps, pour ou contre le peuple. En outre, le populisme comprend mal la notion de peuple. Non seulement le peuple est le fondement de la démocratie, mais il est aussi un projet commun. Pour préciser cela, le numéro 158 recourt à un vocabulaire curieux puisqu'il qualifie le terme peuple de catégorie mythique. Attention, ce mot mythique n'est pas synonyme d'illusion. Au contraire, il désigne la réalité par-delà le visible. Ainsi, un peuple n'est pas la somme des individus qui le composent, il est une réalité qui englobe les personnes et leur donne un but commun. Des dirigeants populaires, explique François, peuvent sentir ce projet du peuple et ils savent l'intégrer dans une dynamique mondiale en vue du bien commun. Ces dirigeants sont au service du peuple, en vue du bien de l'humanité. Au contraire, les dirigeants populistes instrumentalisent le peuple pour leur profit personnel. Les dirigeants populistes sont aussi rivés aux demandes immédiates afin de se maintenir au pouvoir, sans que cela aide les personnes à se développer sur le long terme. Quant au libéralisme, le pape lui reproche de se méfier de la catégorie de peuple et de considérer comme populistes tous ceux qui défendent les plus faibles d'une société. La meilleure politique ne se contente pas de pallier les travers de notre société, comme le voudrait le néolibéralisme avec sa théorie du ruissellement, selon laquelle l'argent des riches finira toujours par arriver dans les poches des pauvres. Basée sur la charité, elle veut transformer toute la société. Le problème, dit le pape, c'est la fragilité humaine, la tendance constante à l'égoïsme de la part de l'homme qui fait partie de ce que la tradition chrétienne appelle concupiscence, le penchant de l'être humain à s'enfermer dans l'immanence de son moi, de son groupe, de ses intérêts mesquins. La concupiscence a toujours existé sous des formes différentes selon les époques, et il est possible de la dominer avec l'aide de Dieu. Par cette idée, on comprend que le pape fait de la politique un des moyens par lesquels la grâce de Dieu peut réparer le péché de l'homme. Sans doute la transformation de la société dépasse-t-elle les forces humaines. Cela ne doit pas empêcher les hommes et femmes de bonne volonté d'avoir l'ambition d'améliorer la société, car cela fait partie du projet de Dieu pour l'humanité. Et Dieu est à nos côtés. La politique au bénéfice de tous ne saurait reposer sur les seules forces du marché qui ont montré leurs limites. Elle passe aussi par les formes d'économie populaire et les mouvements sociaux qui rendent les pauvres acteurs du développement. Une politique fondée sur la charité entend aussi donner à chacun ce qui lui revient, ce qui veut dire que personne n'est au-dessus de la dignité et des droits des autres. Les institutions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, sont des instruments importants pour cette politique, parce qu'elles permettent de donner une réalité concrète au concept de famille des nations, notamment en incitant les États à recourir au droit plutôt qu'à la force, et à veiller aux intérêts de tous les États, contrairement aux accords bilatéraux qui sont parfois conclus au détriment d'États tiers. Le pape loue aussi le travail d'organisation de la société civile. On l'a compris, la charité, loin d'être un petit plus pour soigner les maux d'une société de compétition généralisée, doit être au cœur de toute vie sociale saine et ouverte. Et elle l'est de deux manières complémentaires, comme le précise le numéro 186. La charité peut être un amour illicite qui met en valeur, comme quand quelqu'un aide une personne âgée à traverser une rivière. L'exemple est du pape et il est sans doute plus parlant dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud qu'en Belgique, mais on voit ce que vise François. La charité peut aussi être un amour impéré, dont la réalisation s'impose en raison d'un ordre supérieur, comme quand quelqu'un construit un pont. Cette charité-là relève de la politique, car elle suppose un niveau de décision et d'organisation qui dépasse le simple geste ponctuel. Le numéro 188 le dit, le dirigeant politique est un homme ou une femme bien sûr, d'action, un constructeur porteur de grands objectifs, doté d'une vision large, réaliste et pragmatique, qui va même au-delà de son propre pays. Il voit à long terme et se soucie de l'exclusion sociale et économique, avec son cortège de mots. Traite d'êtres humains, commerce d'organes, exploitation sexuelle d'enfants
esclavage, trafic de drogue et d'armes, terrorisme et crime international. Le pape rappelle que, encore aujourd'hui, des frères et des sœurs humains meurent de faim, de soif et de manque de soins de santé. Le responsable politique a notamment pour mission de s'occuper de cela. De même, il doit travailler à la recherche de la convergence et de la rencontre, en écoutant les points de vue des autres et en faisant en sorte que tout le monde ait de la place. De manière très fine, François remarque: cela semble une utopie naïve, mais nous ne pouvons pas renoncer à cet objectif très noble, numéro 190. La remarque est très fine parce que, avouons-le, notre première réaction est de prendre cela comme une douce rêverie. Mais la question n'est pas de savoir si cet objectif est réalisable. Elle est de savoir si nous voulons œuvrer à nous rapprocher de cet objectif de justice ou si nous préférons le repli sur nous-mêmes et l'intolérance, voire le fanatisme fondamentaliste. Nous n'avons pas à parcourir tout le chemin, à supposer que cela soit possible. Nous avons à avancer dans la bonne direction. Lisez attentivement le numéro 162 et répondez aux questions suivantes. Pourquoi le travail est-il important selon le pape? À quoi sert-il? Soulignez les mots du texte. Qu'en pensez-vous? Lisez attentivement le numéro 182 et répondez aux questions suivantes. D'après le texte, quelle est la différence entre un individu et une personne? Qu'est-ce que cela change de parler de personne plutôt que d'individu? Êtes-vous d'accord avec cette différence? Pourquoi? Numéro 197. Quel amour ai-je mis dans le travail? En quoi ai-je fait progresser le peuple? Quelle marque ai-je laissée dans la vie de la société? Quel lien réel ai-je construit? Quelle force positive ai-je libérée? Quelle paix sociale ai-je semée? Qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié? Répondez à ces questions telles qu'elles sont formulées au passé composé, puis conjuguez-les au présent. Quel amour suis-je en train de mettre dans le travail, etc. Enfin, mettez-les au futur. À partir de demain, quel amour mettrai-je dans le travail, etc.